Salut à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de Constellation Software. C'est un magnifique business au Canada, qui nous vient du Canada directement, qui se concentre sur les acquisitions de logiciels verticalement intégrés, on va voir ça tout de suite, et le conseil de ces entreprises. C'est une entreprise qui va faire l'acquisition de logiciels sur des niches, c'est-à-dire qui sont verticalement intégrés, ce qu'on appelle les VMS, Vertical Market Software. Et en gros, l'intérêt de ces logiciels, c'est que si vous voulez, il y a quasiment un avantage concurrentiel puisque ces logiciels, la plupart du temps, répondent à un usage très précis. Et donc, en fait, il y a très très peu de concurrents sur ces mêmes logiciels-là. Par contre, l'inconvénient, c'est que du coup, comme ils répondent à un besoin très précis, on ne peut pas non plus les utiliser pour plein de besoins. Et donc, il y a assez peu de croissance au final pour ces logiciels-là. Voilà, donc ça c'est pour l'introduction. Donc on va voir directement ça sinon sur TradingView. Donc voilà, c'est une société canadienne. Elle pèse pour à peu près 80 milliards de dollars canadiens. Ça fait 55 milliards de dollars US. Donc on est sur une large cap. Alors j'ai pris des notes du coup du meeting annuel des actionnaires de 2023. Et j'ai retenu quelques questions des analystes qui m'ont que j'ai trouvé intéressantes. Néanmoins, voilà, pour vous expliquer le business, tout simplement, donc, pour choisir des acquisitions, ils vont d'abord faire attention à la qualité du manager, c'est très très important, à un bon dirigeant, que l'entreprise ait, que le logiciel ait des profils stables, et ensuite qu'il y ait une croissance supérieure au secteur. Et ensuite, il le précise, Constellation Software ne remplace absolument pas la gestion de l'entreprise quotidienne, hein, c'est seulement du conseil. Voilà, pour tout ce qui va être gestion de la trésorerie, gestion du marketing, gestion de la RH, etc. Ils préfèrent se concentrer uniquement sur les petites et moyennes acquisitions qui sont plus rentables. Et pour eux, le business exceptionnel, c'est une entreprise qui est d'une taille moyenne à une grande taille, parce que c'est plus rentable. Et ensuite, qui fasse au minimum 1 million de dollars de débit. Voilà, donc résultat net avant intérêts et taxes. Et en général, voilà, ils cherchent au minimum une croissance de 20%. Donc c'est quand même quelque chose d'assez élevé, soutenu. Et enfin, voilà, un management de qualité, tout simplement. 3 points avant de passer aux questions des analystes. Il y a quand même pas mal de concurrence, alors pas dans les logiciels qu'ils rachètent, mais dans les entreprises qui font des rachats de logiciels. La structure est très décentralisée, ça c'est une spécificité et c'est ce qui a aussi permis à l'entreprise d'avoir un parcours boursier qui est phénoménal. Et enfin, le BFR est négatif, ce qui veut dire que l'entreprise n'a pas besoin de fonds pour soutenir la croissance organique de ses logiciels, puisque toutes les entreprises qu'elle acquiert en fait, n'ont pas besoin de cash pour faire tourner leurs activités. Comme ils reçoivent d'abord les paiements des clients avant eux de payer leurs fournisseurs, et bien, du coup, voilà, ils n'ont pas besoin de cash pour faire tourner le fonds de roulement. Donc ça, c'est très très intéressant. Enfin, voilà, maintenant, on va passer aux questions des actionnaires. Alors, la première question, c'était quels sont les plus grands drivers concernant les acquisitions? Et eux, en fait, ils répondent tout simplement que comme ça fait plus de 30 ans qu'ils sont dans le métier, ils ont pu nouer des relations voilà, au fil des ans. Et lorsqu'un propriétaire exploitant est prêt à vendre son entreprise, il est à espérer que nous serons l'une des premières sociétés qu'il contactera. En fait, comme voilà, ils ont des relations assez fortes avec les clients, en fait, directement, les clients, eux, vont aller chercher les entreprises qui ont le plus d'expérience là-dedans, le plus d'historique et forcément avec lesquelles elles sont plus proches. Et comme historiquement, voilà, c'est le plus grand acteur dans ce domaine-là, Constellation Software va très souvent être un acteur de choix pour les rachats de ces boîtes. Ensuite, donc ils disent est-ce qu'il y a des opportunités dans le monde. Et eux, ils répondent que oui, donc surtout en Europe, Europe de l'Est, et surtout en Asie, en fait, tout simplement parce qu'il y a énormément de logiciels, et que, enfin, les logiciels, voilà, il y en a partout, ça se développe énormément. La preuve, c'est que en fait, leur équipe de fusion-acquisition augmente chaque année dans le monde entier, tout simplement. Donc il y a une demande continue pour les rachats de ces boîtes-là. Et enfin, bien que l'entreprise soit majoritairement positionnée en Amérique du Nord, ils y voient toujours de la croissance et ils voient aussi de la croissance voilà, mais partout ailleurs dans le monde. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré la répartition des revenus puisque c'est assez intéressant ça aussi. Donc c'est une boîte canadienne, hein. Ils sont à hauteur de 45% aux États-Unis, en Europe et au Royaume-Uni autour de 32%, au Canada autour de 9% et demi, et ensuite le reste du monde 13%. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont assez peu exposés finalement à l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Voilà, on retourne aux questions des actionnaires.
La troisième question, c'était l'une des plus importantes, je trouve, c'est quel est l'avantage concurrentiel de Constellation Software et est-ce que cet avantage-là est réplicable par les entreprises concurrentes. Et tout simplement, ils disent que au fil des ans, nous avons beaucoup appris sur la gestion de ces entreprises-là. Donc en fait, voilà, c'est de l'expérience, encore une fois, hein, c'est vraiment que de l'expérience. Et voilà, sur 30 ans d'acquisition, ils ont forcément des connaissances, de l'expérience. Et ça, bah, voilà, les concurrents plus jeunes ne l'auront pas forcément. Et le deuxième avantage, c'est que eux, ils ont une vision vraiment long terme, ils le disent, hein, de buy and hold. Et ensuite, voilà, en fait, tant que le business, ils vont principalement essayer d'acheter des boîtes de qualité, tant que le business ne change pas, tant qu'il n'y a pas de signal de vente, tant que la direction prend soin de ses clients, de ses employés, à long terme, ils savent que ce sera une valeur sûre cette entreprise-là et donc ils les gardent. Donc voilà, c'est pour ça que là, en fait, la plupart du temps, ils vendent assez peu d'entreprises et ils les laissent voilà, croître sur le long terme. Une autre question aussi qui est intéressante, quand est-ce que le CEO partira à la retraite? En fait, tout simplement, ça me fait limite un peu de la peine. En fait, il dit que ça dépendra des circonstances. Comme il est en bonne santé et que lui, en fait, il n'a pas de passe-temps, qu'il est passionné par son travail, en fait, il va essayer de rester en place le plus longtemps possible et tant que le board voudra de lui, ce qui, je pense, ne devrait pas être un souci vu la performance opérationnelle du groupe depuis sa fondation. Un autre élément aussi, c'était que, en fait, la performance opérationnelle du groupe, pour la juger, c'est tout simple, il faut prendre le pourcentage de croissance organique et l'additionner au pourcentage de ROIC. Et ensuite, ça vous donne voilà, la performance. Et ils le disent, c'est hyper important puisque on est dans une entreprise à capital employé négatif, c'est-à-dire à BFR négatif. Le dernier point du coup concernant les questions du management, c'était l'inflation. Et eux, en fait, ils répondent que l'inflation n'est selon eux pas causée par eux, mais en tout cas, les contrats ont des clauses. Enfin, dans les contrats, il y a des clauses, et si inflation il y a, ils peuvent la répercuter aux clients sans souci. Voilà. Voilà, ça c'est les principales questions que j'ai trouvées intéressantes. On va regarder aussi au niveau de la structure actionnariale, parce que c'est là aussi très très intéressant, je trouve. C'est quand même assez rare hein, de voir des entreprises comme ça, mais déjà le fondateur est CEO depuis 30 ans. Et quand on regarde du coup les principaux dirigeants, ils ont tous minimum 10 ans d'expérience, voire la majorité en fait quasiment 20. Donc ça aussi c'est exceptionnel. Ils connaissent tous leur travail par cœur. Pareil, hein, quand on regarde du côté des administrateurs, en fait la plupart du temps ils sont là ouais, depuis 10-15 ans. Et enfin, parmi les dirigeants, il y en a énormément qui sont actionnaires à hauteur de voilà, entre 1 et 2%. Et surtout le dirigeant qui lui a plus d'1 milliard d'actions. Donc ça permet d'avoir une convergence des intérêts des actionnaires et des dirigeants. Et enfin, on va passer au point important, tout ce qui va être retour sur capitaux. Voilà, là, donc, je vous ai mis Constellation Software en bleu et Topicus. Donc Topicus, c'est quoi? En fait, c'est juste le spin-off de Constellation, mais qui est principalement concentré sur la partie Europe. Là, c'est du coup, c'est des métriques un peu particulières. Je vais vous montrer pourquoi après. Tous les ratios sont calculés à partir du free cash flow et pas du bénéfice net. On voit qu'on a quand même des superbes métriques puisque le ROIC est de 27% pour Constellation Software, son ROE est de environ 55% et le ROCE de 21%. Pardon. On voit que là, on est bien au-dessus de son spin-off Topicus. Dans l'essentiel, en fait, on est largement au-dessus des moyennes du secteur. Donc là, c'est vraiment excellent. De toute manière, en fait, quand vous avez une entreprise qui arrive à avoir des ROIC, enfin, des ROIC, des ROCE, etc., au-dessus de 20%, et en plus en prenant en compte non pas les bénéfices nets, mais les free cash flow qui sont en général un peu plus exigeants, vous savez que vous avez affaire à une belle entreprise, pardon. J'ai préféré le préciser ici, je vais vous le montrer juste après. Pour le coup, pour ces données-là, j'ai pris les données retraitées, c'est-à-dire que j'ai pas pris les free cash flow officiels, j'ai pris les free cash flow retraités par Constellation. Donc ce qu'ils appellent les free cash flow to stockholder, voilà juste ici. Et en gros, ça va être des free cash flow qui vont être un peu plus conservateurs puisqu'ils ils vont enlever certaines dépenses et donc vous allez avoir un free cash flow qui va baisser. Et voilà, et après là je vous ai mis la formule du coup pour le ROIC, donc dette court terme plus long terme plus les loyers, plus les capitaux propres, et ensuite on enlève le cash et on divise ça par, le free cash flow on le divise par du coup ces données-là. Voilà, on va passer maintenant à tout ce qui va être croissance, chiffre d'affaires, etc. Constellation, en fait, il n'y a rien à dire, hein. C'est une boîte magnifique avec une croissance qui est exceptionnelle. Euh,
Voilà, on a un chiffre d'affaires qui a fait x5, x6 en l'espace d'à peine 10 ans. Le free cash flow par action, c'est quasiment pareil. On a un free cash flow qui a fait ouais, x6, x7 en 10 ans. Et ce que je vous disais, donc les bénéfices nets par rapport au free cash flow, c'est que comme c'est une entreprise qui a très très peu de réinvestissement au final, vu que c'est de l'activité, enfin, c'est des logiciels, elle a des free cash flow qui sont bien supérieurs aux revenus nets. On va voir ça ensemble. Voilà. Donc là, en orange, pardon, vous avez les free cash flow et en violet, vous avez les revenus nets. Et là, en fait, il n'y a pas photo. Voilà. Même sur des longues périodes comme ça, vous voyez qu'il y a un cash conversion, c'est-à-dire en gros la différence entre les free cash flow et les revenus nets, qui est magnifique. C'est assez rare hein, de voir des boîtes comme ça. Et le plus important, c'est que pour avoir des free cash flow comme ça, Constellation Software n'émet pas de SBC, enfin ne paye pas de SBC à ses employés, c'est-à-dire qu'elle ne va pas émettre, elle ne va pas diluer ses actionnaires pour payer ses salariés en actions. Donc c'est encore plus intéressant. Voilà, donc niveau free cash flow, voilà, il y a une super conversion. Ensuite, on l'a vu, hein, mais voilà, sinon je vais vous le montrer ici. En fait, l'essentiel de ces free cash flow, comme c'est une boîte en fait qui est concentrée sur les acquisitions, tout le free cash flow va partir en acquisition. Hop, attends, je vais vous enlever ça. Voilà. En jaune, du coup, ici, en jaune, vous avez tout ce qui est acquisition et on le voit en fait là sur les dernières années. C'est un peu moins le cas voilà, sur les années précédentes, mais voilà, la plupart du cash flow part dans les acquisitions. C'est pour ça qu'au final, je vous remonte le graphe ici. En fait, vous avez une croissance qui est exceptionnelle parce que là, tout est réinvesti. Il n'y a aucune redistribution aux actionnaires, que ce soit en dividende ou en rachat d'actions. Tout est réinvesti au sein de l'entreprise pour la faire croître et aller chercher voilà, des pépites dans les logiciels. Donc voilà, c'est que vous avez une croissance qui est magnifique. Et en termes de marge de free cash flow, on a quasiment du 20%. Donc là aussi, c'est excellent. Et ce qui nous permet en fait voilà, de libérer suffisamment de cash pour ensuite faire des acquisitions. Au niveau du bilan, on n'est pas trop mal quand même. On a 4 milliards de dettes nettes pour 2 milliards de free cash flow. Donc en l'espace de 2 ans, l'entreprise peut racheter sa dette nette. C'est pas un souci. Elle a encore du potentiel pour aller chercher de la croissance. Voilà, alors on le voit, hein, de toute façon, la croissance du chiffre d'affaires, elle est juste exceptionnelle. Hein. Là, on est constamment entre 15 et 35% sur les 6 dernières années. Les 7 dernières années, pardon, c'est que voilà, il y a quand même un gros potentiel. Voilà, je ne vous ai pas parlé de sa sœur jumelle, Topicus. Donc Topicus, on va regarder ça juste ici. Voilà. Topicus, en fait, c'est le spin-off de Constellation Software. C'est exactement le même business model. C'est juste qu'en fait, Topicus est concentré sur le marché européen. Elle est beaucoup plus petite hein, en termes de capitalisation boursière. Elle fait que 8-10 milliards à peu près, en fonction de si vous raisonnez en euros ou en dollars canadiens. Parce que là aussi, hein, c'est une boîte canadienne. Mais donc c'est beaucoup plus petit en termes de capitalisation boursière, de chiffre d'affaires, et il y a un potentiel forcément plus grand. Mais le souci, c'est que voilà, vous n'avez pas la même équipe de direction et on ne sait pas si l'exploit qu'a réalisé Constellation Software sur les 10-15 dernières années sera répliqué avec Topicus. En attendant, Topicus, voilà, ça reste quand même une très belle valeur. Il y a même un peu moins de dettes de mémoire. Je vais vous montrer voilà, la structure actionnariale. Là, c'est pareil. Il y a quand même pas mal de dirigeants qui sont actionnaires. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Constellation Software est actionnaire à hauteur de 48%. Ça veut dire que si vous achetez Constellation, en fait, vous êtes déjà exposé, vous détenez déjà en fait du Topicus avec les avantages que ça a. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, votre participation, elle va prendre de la valeur au fur et à mesure que les free cash flow de Topicus augmentent. Topicus, voilà, c'est pareil. En fait, c'est plus pour ceux qui vont prendre des paris, ceux qui ont confiance, ceux qui veulent une valeur de croissance. Néanmoins, cette croissance, elle se paye un peu plus cher. On va voir ça maintenant, puisque Constellation Software a un prix to free cash flow de 36 actuellement. Et encore, voilà, je ne vous l'ai pas montré. Je vais vous montrer ça tout de suite. Parce que c'est vrai que les free cash flow sont complètement différents en fonction de si vous raisonnez en matière de free cash flow officiel ou alors si vous prenez les free cash flow que nous propose Constellation Software juste ici. Donc là, voilà, on est devant. En fait, voilà, les free cash flow, les cash flow opérationnels de base sont de 1779. Normalement, pour calculer le vrai free cash flow, on est juste censé enlever les 42 millions, c'est-à-dire en gros les achats, les capex, donc les propriétés et les dépenses d'équipement. Sauf que eux, en fait, ils enlèvent énormément de dépenses et au final, ils enlèvent aussi voilà, toutes les entités qui contrôlent l'entreprise.
et au final on a un free cash flow qui est bien inférieur. Donc en fonction de si vous prenez ce free cash flow là ou pas, vous allez avoir un price to free cash flow qui va vraiment exploser. Donc pour l'instant on est à 36, c'est quand même relativement cher. Certes, on a un business qui est magnifique avec de la croissance, une dette qui est correcte et une superbe équipe de management, mais voilà, vous payez quand même assez cher. Et là on est à 36, et si vous prenez les free cash flow de 1 milliard 160 millions, vous obtenez un price to free cash flow de 50. Là pour le coup, là, c'est en dollars américains, mais si vous convertissez en dollars canadiens, voilà, ça vous fait un price to free cash flow de 50, donc c'est quand même assez élevé. Et sans Topicus, donc le spin-off de Constellation Software, elle se paye encore plus cher, puisqu'elle a un price to free cash flow de 48. Et si vous prenez les free cash flow de Topicus, là c'est la même chose, hein. En fait, ils vont enlever certaines dépenses pour retraiter le free cash flow. Vous allez avoir un price to free cash flow qui sera encore plus élevé, à hauteur de 70, quelque chose comme ça. Voilà. Et la différence, encore une fois, c'est que Topicus a certes plus de croissance que Constellation, mais elle est quand même moins rentable sur ses capitaux. Donc là aussi, en fait, c'est un peu le choix de la sécurité de partir sur Constellation. Peut-être moins de croissance à l'avenir, mais voilà, vous êtes quand même sur quelque chose de plus stable que Topicus. Pour conclure, dans les deux cas, ça reste des boîtes magnifiques qui sont quand même très bien gérées, et leur avantage c'est surtout d'avoir une croissance qui est très importante et très prévisible, vu que c'est des logiciels, donc en général c'est sous forme d'abonnement. Et en plus de ça, voilà, c'est dans des industries de niche, donc il y a très très peu de concurrents, ce qui fait qu'au final, si vous combinez la faible concurrence plus les revenus récurrents liés au logiciel, en fait, vous avez des boîtes qui sont quand même super prévisibles. C'est aussi pour ça qu'on paye une certaine prime, vu que les ratios de valorisation sont assez élevés. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de ces deux boîtes-là. Pour moi, voilà, c'est des superbes boîtes, mais pour le coup, je ne rentrerai pas à l'heure actuelle. C'est pas un conseiller en investissement, je précise, hein, mais la valorisation reste quand même assez élevée. Bien que ce soit des super valeurs, ça reste quand même assez élevé. Voilà, moi, j'attendrai perso un repli au moins un 10, 15, 20% là-dessus pour rentrer. Mais voilà, c'est des valeurs à surveiller. On a à peu près fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!